La dernière fois que j'ai consulté les statistiques sur la retraite en France, j'ai dû poser le journal et rester assis en silence pendant un long moment. Plus de 65% des retraités français vivent uniquement de leur pension de retraite par répartition, sans aucune autre source de revenus significative. 65%. Et vous savez parfaitement ce que représente la pension moyenne en France aujourd'hui. Une somme qui suffit à peine à couvrir le loyer, les médicaments et la nourriture en même temps. Jamais les trois ensemble, pas vraiment. Et pourtant le système tout entier, les écoles, les employeurs, les banques, les conseillers financiers en costume impeccable, tous ces gens vous ont dit que si vous travailliez dur, que vous épargniez avec rigueur, que vous cotisiez consciencieusement à votre caisse de retraite et que vous gardiez la tête baissée, vous seriez tranquille. Que vous arriveriez à 62, 64, 67 ans, que vous prendriez votre retraite et que vous passeriez vos années dorées dans la sérénité et la dignité. J'ai 70 ans. J'ai aujourd'hui plus de patrimoine que je n'en ai jamais eu de toute ma vie. Je travaille environ 20 heures par semaine, à mon propre rythme, sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Et je suis là pour vous dire, avec une clarté absolue et sans aucun intérêt à adoucir ce qui doit être dit, que presque tout ce qu'on vous a jamais enseigné sur l'argent, la retraite et le dernier chapitre de votre vie était faux, pas légèrement faux. Fondamentalement, structurellement, commodément faux. Je ne suis pas là pour vous vendre un rêve. Je suis là pour vous tendre un miroir. J'ai grandi dans une maison où le travail était une religion. Mon père a travaillé dans la même usine dans la banlieue de Lyon pendant 32 ans. Il rentrait à la maison portant une fatigue silencieuse que je ne comprendrais vraiment que des décennies plus tard, et il ne se plaignait jamais. C'est le contrat, disait-il. On se présente, on fait sa part, on cotise chaque mois à la sécurité sociale et aux caisses complémentaires, et un jour, tout ça se paye. Et je l'ai cru. Je l'ai cru de la manière dont seul un fils peut croire son père. J'ai pris ce modèle, ce plan de vie, ce contrat non écrit avec la société, et je l'ai suivi fidèlement pendant 4 décennies complètes. J'ai fait les études qu'il fallait faire. J'ai obtenu le poste qu'il fallait obtenir. J'ai porté la cravate, je suis arrivé tôt, je suis resté tard, j'ai souri à des gens qui ne me plaisaient pas particulièrement, parce que c'est ce qu'on fait quand on construit quelque chose. On m'a dit que mes 20 ans étaient pour m'établir, mes 30 ans pour progresser, mes 40 ans pour accélérer, mes 50 ans pour consolider, et mes 60 ans, mes 60 ans, c'était censé être la récompense, la moisson après toutes les semailles. Pendant 38 ans, j'ai échangé du temps contre de l'argent. Je dois répéter cela parce que je veux que vous ressentiez vraiment ce que cela signifie. Pendant 38 ans, chaque euro que j'ai gagné m'a coûté une fraction de quelque chose que je ne récupérerai jamais. Du temps. Pas du temps abstrait. Des heures réelles, précises, irremplaçables. Le soir où ma fille jouait dans la pièce de théâtre de son école et j'étais en réunion à la Défense qui ne pouvait soi-disant pas être reportée. Le week-end où mon fils avait besoin de ma présence pour un moment important de sa vie et j'avais un rapport à rendre le lundi que je repoussais depuis toute la semaine. Les longues matinées d'été que j'aurais pu passer à discuter avec mon père avant que sa santé ne commence à décliner, troquées contre les embouteillages du périphérique et un open space à la lumière artificielle qui se moquait éperdument que je vive ou que je meure, du moment que je livrais les chiffres du trimestre. J'ai donné tout ça en échange d'un salaire. Non pas parce que j'étais faible ou stupide, mais parce que j'étais obéissant. Je suivais les instructions.
Je faisais exactement ce qu'on m'avait dit de faire. J'ai souscrit un plan d'épargne retraite quand j'avais encore la trentaine, un contrat qu'un conseiller bancaire m'a vendu avec un enthousiasme sincère, en m'expliquant les avantages fiscaux, les rendements projetés et la magie des intérêts composés sur le long terme. J'ai diversifié mon portefeuille de la façon que tous les magazines de finances personnelles recommandaient. J'ai engagé un conseiller en gestion de patrimoine à la fin de la quarantaine, un homme en costume coûteux qui s'asseyait derrière un bureau en chêne massif dans le 16e arrondissement et utilisait des termes comme allocation d'actifs et rééquilibrage de portefeuille et profil de risque modéré, et j'acquiesçais et lui faisais entièrement confiance parce qu'il avait des certifications accrochées au mur et une poignée de main qui inspirait la solidité et le sérieux. J'étais le citoyen modèle de la prévoyance retraite française. Je faisais tout correctement. Quand j'étais au début de la soixantaine, j'ai fait mes calculs et je me suis senti en sécurité. Pas extravagamment riche, mais en sécurité. J'avais suivi l'équivalent français de la règle des 4%, cet évangile sacré de la planification de la retraite, et selon toutes les métriques conventionnelles, j'étais sur la bonne voie. Tout allait bien se passer. Et puis tout ne s'est pas bien passé. La première fissure est apparue quand j'avais 63 ans. Je suis allé à un bilan de santé de routine et mon cardiologue m'a fait asseoir et a prononcé des mots contre lesquels aucun portefeuille diversifié n'offre de protection. Il m'a dit qu'il y avait une obstruction modérée. Rien de catastrophique, a-t-il dit, mais quelque chose que nous devons surveiller. Quelque chose qui nécessitera une intervention si cela progresse. Il m'a remis une liste de changements dans le mode de vie et une ordonnance pour un spécialiste et m'a congédié. J'ai marché jusqu'à ma voiture dans le parking de la clinique et je suis resté assis là pendant 20 minutes sans démarrer le moteur. Je n'avais pas exactement peur de mourir. J'avais peur d'autre chose. J'avais peur de l'arithmétique. Parce que dans ce parking, dans ce silence absolu, le véritable calcul m'a frappé pour la première fois avec tout le poids de ses implications. J'avais épargné pour une retraite que je ne vivrais peut-être pas assez longtemps pour profiter. Ou pire encore, j'avais épargné pour une retraite que je vivrais, mais que les frais médicaux, l'inflation, les cotisations de mutuelles seniors qui en France deviennent progressivement prohibitives avec chaque année qui passe, et l'érosion lente du pouvoir d'achat consommeraient entièrement avant que j'aie la chance d'en profiter de la manière dont je l'avais imaginé. Parce qu'en France, il existe une cruauté spécifique dans le processus de vieillissement dont très peu de gens osent parler ouvertement. La mutuelle santé qui coûtait une somme raisonnable à 40 ans peut coûter 2, 3, voire 4 fois plus à 70 ans. Les remboursements de la sécurité sociale qui semblaient suffisants se révèlent ridiculement insuffisants face aux réalités de la médecine moderne. Les dépassements d'honoraires qui s'accumulent, les prothèses dentaires que le régime général rembourse à peine, les aides à domicile dont le coût réel dépasse de loin ce que les allocations prévoient. La pension de retraite, même pour ceux qui ont cotisé toute leur vie au plafond de la sécurité sociale et au régime complémentaire Agirc-Arrco, ne suit pas le rythme de l'inflation réelle que ressent un senior. L'inflation que vous voyez dans les journaux n'est pas l'inflation que vous ressentez quand vous achetez des médicaments en traitement continu, quand vous avez besoin d'une rééducation, quand vous organisez une aide à domicile, quand les charges de copropriété augmentent, quand tout autour de vous devient plus cher et que la seule chose qui n'augmente pas, c'est votre pension mensuelle. C'est ce que la plupart des gens découvrent beaucoup trop tard, quand ils n'ont plus ni l'énergie ni la capacité de manœuvre nécessaire pour changer les règles du jeu. Je suis rentré à la maison ce soir-là et je me suis assis avec un bloc-notes
et j'ai commencé à écrire les vrais chiffres. Pas les chiffres confortables, les vrais. Le coût des médicaments que je prenais déjà, le coût projeté de ce que cette consultation cardiologique pouvait devenir. Le fait que les frais de gestion de mon conseiller en patrimoine, capitalisés sur 15 ans, avaient silencieusement absorbé une somme qui m'a donné un malaise réel quand je l'ai finalement calculé. Le fait que la stratégie de retrait progressif que j'avais planifiée reposait sur des hypothèses économiques qui ne correspondaient plus à la réalité française contemporaine, avec son inflation structurelle, ses taux d'intérêt qui montent et descendent de manière imprévisible, son environnement réglementaire qui change avec chaque nouvelle majorité politique. Le fait que j'avais planifié une retraite qui était essentiellement une stratégie de décaissement, une hémorragie lente et digne du capital que j'avais passé toute ma vie à accumuler. Et les mathématiques froides et honnêtes, me disaient quelque chose que je ne m'étais jamais permis d'affronter auparavant. Le plan n'était pas un plan pour vivre. C'était un plan pour gérer un déclin progressif. Ce fut le moment où tout a changé. Non pas à cause de l'obstruction cardiaque. L'obstruction n'était que le miroir. Ce qui a changé, c'est la question que j'ai commencé à me poser. Toute ma vie adulte, je m'étais posé la mauvaise question. Je m'étais demandé comment épargner suffisamment pour arrêter de travailler. Et cette question, j'ai réalisé, était construite sur un postulat catastrophiquement faux. Le postulat que le travail était l'ennemi, que le but de la vie était d'accumuler suffisamment de capital pour finalement échapper à la nécessité de contribuer quoi que ce soit au monde, que la ligne d'arrivée était un fauteuil sur la terrasse de Provence, un compte bancaire en déclin et une attente tranquille et confortable. Ce n'est pas vivre, c'est une façon très polie d'abandonner. Je veux que vous vous arrêtiez là-dessus un instant, parce que je sais que certains d'entre vous vont résister. Je le sais parce que j'ai moi-même résisté violemment pendant des mois après ce moment dans le parking. J'avais travaillé suffisamment dur pour mériter le droit de m'arrêter. J'avais mérité mon repos. La seule idée que le repos n'était pas le but me semblait être une trahison de tout ce que j'avais sacrifié. Mais voici ce que j'ai finalement dû accepter, et ce que je vous demande d'accepter maintenant même. Le sacrifice était réel, mais la destination vers laquelle il pointait était un mythe. Les riches ne prennent pas leur retraite de la façon dont on vous a appris à la prendre. Ils n'atteignent pas l'âge de la retraite pour ensuite commencer un retrait systématique de leurs actifs jusqu'à ce qu'ils manquent d'argent ou de vie, selon ce qui arrive en premier. Les riches construisent des systèmes qui continuent à générer des revenus indépendamment de leur présence personnelle chaque matin. Ils construisent des actifs qui travaillent pendant qu'ils dorment. Et ensuite, et c'est la partie dont personne ne parle, ils continuent à construire. Non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce que construire est ce qui donne à la vie sa texture, son sens, sa raison de se lever le matin avec une véritable énergie. La transformation que j'ai traversée n'était pas financière. Permettez-moi d'être très clair là-dessus. Je n'ai pas trouvé un meilleur fonds d'investissement. Je n'ai pas découvert un véhicule d'investissement secret que les banques ne veulent pas que vous connaissiez. Ce que j'ai trouvé, c'est une identité complètement différente. J'ai cessé de me voir comme un retraité gérant une pile de ressources qui rétrécissait chaque mois, et j'ai commencé à me voir comme un bâtisseur qui avait par hasard 70 ans et qui par conséquent possédait quelque chose qu'aucun investisseur de 25 ans sur cette planète n'a accès, à savoir la monnaie la plus précieuse dans tout contexte commercial ou d'investissement. La crédibilité, l'expérience,
le jugement qui a été éprouvé par des décennies de conséquences réelles dans le monde réel. La reconnaissance de schémas qui ne peut être construite qu'en traversant des cycles économiques, des échecs d'entreprise, en observant des tendances monter et s'effondrer. J'avais passé 40 ans à accumuler quelque chose d'inestimable, et j'avais failli le laisser expirer inutilisé parce qu'un récit culturel m'avait dit que ma valeur avait une date de péremption. J'ai commencé modestement, comme tout le monde doit commencer. J'ai pris un bien immobilier que je possédais à Lyon, un petit appartement que je louais depuis plus de 10 ans, presque comme une pensée secondaire. Et j'ai cessé de le traiter comme un actif passif auquel je pensais rarement, et j'ai commencé à le traiter comme une entreprise. Je l'ai optimisé, je l'ai systématisé. J'ai appris ce qu'il pouvait réellement produire par rapport à ce que j'avais paresseusement laissé produire. La différence était significative. Cette seule décision, ce seul changement dans la façon dont je me rapportais à ce que je possédais déjà, a généré des revenus qui étaient réellement significatifs. Et plus important encore, elle a généré l'élan psychologique pour regarder tout le reste de ma vie à travers le même prisme. Qu'est-ce que je possède déjà? Qu'est-ce qui produit à 10% de son potentiel parce que je le traite comme un livret d'épargne statique plutôt que comme un actif vivant et respirant? Quelle expérience, quelle connaissance, quelle relation, quelle compétence est-ce que j'ai en train de dormir dans le compte de ma propre biographie, ne rapportant rien, se gaspillant jour après jour? J'ai créé un cabinet de conseil. Pas une opération grandiose et élaborée. Une offre simple, directement sur le marché, construite entièrement sur l'expertise accumulée au cours de 4 décennies d'expérience professionnelle réelle. Je savais des choses que des entreprises payaient activement pour apprendre. Je savais comment résoudre des problèmes qui coûtaient de l'argent réel aux organisations. Et je savais articuler cette valeur parce que j'avais passé une carrière entière à communiquer à tous les niveaux des hiérarchies organisationnelles, des collaborateurs en début de carrière, jusqu'au comité de direction. En moins de 8 mois, ce cabinet générait plus de revenus mensuels que l'ensemble de mon portefeuille d'investissement passif ne produisait annuellement. Je ne vous raconte pas cela pour vous impressionner. Je vous le raconte parce que je veux que vous compreniez ce qui était possible depuis le début, là, en pleine vue, et que j'avais été conditionné culturellement à ne pas voir. Mon expérience n'était pas une relique. Ce n'était pas quelque chose qui devait être géré gracieusement vers l'obsolescence. C'était un produit, un service, une offre véritablement précieuse sur un marché rempli de jeunes techniquement compétents qui n'ont absolument aucune idée de la façon dont tout cela fonctionne vraiment en pratique. À partir de là, l'effet de composition a commencé. Pas seulement financier, bien que cela ait suivi. Un effet de composition identitaire. La confiance qui vient de se prouver à soi-même, à 63, 64, 65 ans, qu'on n'a pas terminé, qu'on ne décline pas, qu'on n'est pas simplement un consommateur des actifs qu'on a autrefois construits, mais encore un créateur de nouveaux actifs. Cette confiance change tout. Elle change la façon dont vous vous réveillez le matin. Elle change de quoi vous parlez lors des dîners en famille. Elle change la façon dont vos enfants et petits-enfants vous regardent. J'ai vu des contemporains à moi, des gens brillants et accomplis, se plier devant le mythe de la retraite et devenir authentiquement moins que ce qu'ils étaient dans les 18 mois suivant leur départ de leur carrière. L'atrophie n'est pas seulement physique, elle est psychologique, elle est existentielle. Quand on enlève à une personne son sens de la contribution active au monde, on lui enlève quelque chose de vital, quelque chose qu'aucune quantité de voyage sur la Côte d'Azur ou de temps avec les petits-enfants ou d'après-midi tranquille en Dordogne ne peut pleinement remplacer. Les êtres humains sont faits pour bâtir. Nous sommes programmés pour résoudre, pour contribuer, pour créer. La retraite, telle qu'elle nous a été vendue, nous demande de nier cette programmation précisément au moment où notre sagesse
et notre perspective nous rendent les plus capables de l'employer. Je ne suggère pas que vous ne devriez jamais vous reposer. Je me repose, je dors bien. J'ai de longs déjeuners et des matins lents, et je passe du temps réel, présent, sans hâte avec ma famille, d'une façon que mes années de travail, honteusement, permettaient rarement. Mais je me repose comme quelqu'un qui est vivant, pas comme quelqu'un qui attend. Il y a une énorme différence entre ces deux postures, et chaque personne qui m'écoute en ce moment avec 60, 65, 70 ans, sait exactement ce que je veux dire. On le ressent dans la façon dont une journée a du poids ou n'en a pas. On le ressent dans le fait de s'endormir le soir avec la satisfaction silencieuse d'avoir fait avancer quelque chose, ou de s'endormir simplement soulagé qu'une autre journée se soit passée sans catastrophe. La dimension fiscale de ce changement est aussi quelque chose que j'aurais souhaité comprendre des décennies plus tôt et que le modèle traditionnel de l'emploi salarié cache activement aux gens. Quand on travaille comme salarié, quand on passe sa vie, comme je l'ai fait pendant la majeure partie de ma carrière, dans le monde du contrat de travail subordonné, on opère dans la structure fiscalement la plus inefficace qui soit. Chaque euro rentre complètement exposé. Chaque euro est imposé avant qu'on ait la moindre opportunité de le déployer de manière qui réduirait cette charge. Quand on commence à opérer à travers des structures entrepreneuriales correctement constituées, quand on commence à générer des revenus à travers des actifs et des entreprises plutôt que du travail personnel, on accède à un ensemble d'outils complètement différents. La capacité légale, éthique et parfaitement légitime de faire transiter des portions significatives de sa vie opérationnelle à travers des structures que le Code fiscal reconnaît comme des charges professionnelles déductibles. La capacité de créer des revenus qui sont caractérisés différemment, imposés différemment, temporellement organisés différemment. Ce n'est pas un artifice fiscal. C'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu, mais il n'est disponible qu'aux personnes qui sont prêtes à cesser d'être purement passives dans leur relation à leur propre vie financière et à prendre un rôle actif, informé et engagé dans la façon dont leur argent est structuré et déplacé. J'ai des entreprises maintenant, plusieurs d'entre elles, certaines importantes, d'autres très petites. Certaines dans lesquelles je suis profondément impliqué quotidiennement et d'autres qui sont presque entièrement systématisées et nécessitent très peu de mon attention directe. Chacune produit des revenus. Chacune offre un type différent d'isolation contre la défaillance d'une autre. Quand l'une s'affaiblit, les autres tiennent. Quand l'une croît, les autres bénéficient de l'élan. Je me réveille chaque matin avec des revenus qui ont été générés pendant mon sommeil, provenant d'entreprises et d'actifs que je possède et qui continueront d'exister indépendamment de mon travail personnel quotidien. C'est la liberté. La liberté réelle, tangible, mathématiquement vérifiable. Pas l'illusion de liberté que vous promet un compte de retraite, qui est simplement la liberté de consommer lentement ce que vous avez autrefois construit. La liberté de construire continuellement, de composer continuellement, de participer à l'économie en tant que propriétaire et créateur, plutôt qu'en tant que retraité gérant son déclin. Et je veux parler directement aux personnes qui m'écoutent en ce moment avec 60, 62, 64 ans, et qui ressentent en ce moment quelque chose entre résistance et reconnaissance. La résistance vient de l'épuisement, d'avoir donné tellement pendant si longtemps et de désespérément vouloir la permission de s'arrêter. Je comprends ce sentiment parfaitement, je l'ai vécu. Mais la reconnaissance, cette petite voix silencieuse et insistante qui dit « c'est vrai, je sais que c'est vrai, je le ressens depuis des années », c'est la partie à laquelle je vous demande de prêter attention. Parce que voici ce que je sais avec une certitude absolue après 70 ans de vie.
La version de vous-même qui continue à construire, qui refuse d'accepter le récit culturel selon lequel votre valeur et votre vie productive se sont terminées à 62 ou 67 ans. Cette version de vous n'est pas plus fatiguée. Cette version de vous est plus vivante. La fatigue de la stagnation est de loin plus lourde que l'effort du travail avec un but. J'ai ressenti les deux. Il n'y a pas de comparaison possible. Cessez d'attendre le bon moment. Cessez de vous dire que vous commencerez après que les enfants se seront installés, après que les marchés se seront redressés, après que vous aurez découvert exactement ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous savez. Vous avez ce que vous avez. L'expérience, le jugement, les relations, la reconnaissance des schémas durement acquis au cours d'une vie pleinement vécue, ce sont des actifs, de vrais actifs, déployables, générateurs de revenus. Ils sont assis dans votre biographie en ce moment même, soit en prenant de la valeur, soit en perdant, selon que vous choisissez ou non de les mettre au travail. Les riches comprennent cela. Les véritablement riches, les personnes que j'ai étudiées et qu'en de nombreux cas je suis devenu, comprennent que la stratégie de retraite la plus dangereuse au monde est celle qui vous demande de vivre de ce que vous avez autrefois construit sans jamais reconstruire. Parce que les marchés changent, l'inflation ronge, les coûts médicaux augmentent d'une façon qu'absolument aucun calculateur de retraite traditionnel ne prend en compte de manière adéquate. La seule vraie protection contre tout cela est la création continue, diversifiée et activement gérée de sources de revenus. Vous n'êtes pas trop vieux. C'est une histoire. Et c'est une histoire qui profite à tout le monde, sauf à vous. Elle profite au système financier qui gagne de l'argent en gérant vos comptes passifs. Elle profite aux mutuelles et aux compagnies d'assurance qui tirent profit de votre anxiété et de votre inactivité. Elle profite à chaque institution culturelle qui a intérêt à garder les personnes âgées silencieuses, conformes et consommatrices plutôt que bâtissantes, compétitives et créatrices. Elle ne vous profite pas. Elle ne vous a jamais profité. Et à partir de ce moment, je vous demande de rejeter complètement ce récit. Non pas agressivement, non pas anxieusement, silencieusement, fermement, de la façon dont quelqu'un qui a vu tout cela clairement rejette un récit qui ne lui sert plus. Vous êtes 70 ans de sagesse accumulée, de capital relationnel, de perspectives durement acquises et d'expertise vécue. Le marché veut ce que vous avez. La question est de savoir si vous êtes prêt à cesser de le cacher dans la fiction de la retraite et à commencer à le faire travailler selon vos propres termes, à votre propre rythme, en construisant quelque chose qui vous survivra, qui se composera au-delà de vous, et qui donnera à votre vie dans ce chapitre final et potentiellement le plus puissant, un sens du but qu'aucune pension mensuelle et aucun relevé de PER ne pourrait jamais offrir. Le moment, c'est maintenant, pas l'année prochaine. Pas quand les conditions s'amélioreront, maintenant.